Romain Gare, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à la FinTech Fair, podcast d'un genre nouveau qui donne la parole aux acteurs et innovateurs de l'écosystème financier. Avant de commencer, je vous laisse vous présenter. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, j'ai un background un petit peu particulier puisque j'ai étudié l'économie à HEC Lausanne en faisant ce qui était à l'époque un bachelor en système d'information pour les entreprises. J'ai continué ensuite avec un master en gestion des technologies et entrepreneuriat, toujours à l'Université de Lausanne en collaboration avec l'EPFL. Ensuite, j'ai effectué quelques stages. J'ai passé un peu de temps aux États-Unis pour rejoindre ma future femme à l'époque, pour ensuite rejoindre un cabinet Big Four actuellement. Donc, depuis 2009, je travaille chez PwC. Je précise juste pour cette interview que je me présente en mon nom personnel et donc mes opinions sont les miennes et pas forcément celles de mon employeur. En quoi consiste votre job actuel ? Alors, ma spécialité, c'est la confiance numérique, confiance en général. Donc, dans mon rôle actuel, je dirige une équipe d'une vingtaine de personnes et on travaille avec nos clients pour les aider à démontrer comment communiquer et comment obtenir la confiance de tiers. Donc, dans un exemple relativement simple, si on prend une banque, par exemple, va rendre certains services peut-être à une autre banque, comment est-ce qu'elle peut obtenir la confiance de cette autre banque ? Le fait que les deux établissements soient régulés est déjà un bon signe de confiance puisqu'elles sont soumises à certaines obligations. Mais imaginons peut-être une situation un peu plus compliquée où une banque décide de déléguer son informatique à une société tiers. Comment cette banque peut avoir confiance dans cette société informatique ? Et c'est à ce moment-là qu'intervient typiquement un tiers de confiance comme nos équipes pour aller dans cette société informatique, identifier avec eux les risques et les mesures qu'ils mettent en place pour mitiger ces risques et émettre un rapport indépendant qui pourra ensuite être remis, dans mon exemple, à la banque pour qu'elle puisse s'assurer et avoir la preuve que les mesures en place sont pertinentes et fonctionnent correctement et à obtenir cette confiance. Si quelqu'un écoute votre interview et qu'il est intéressé pour faire le même type de job, quels sont les titres de job auxquels il pourrait postuler ? Alors actuellement, il y aurait plusieurs titres, mais l'équipe dans laquelle je suis s'appelle Digital Assurance. On est spécialisé dans la confiance numérique, mais ça inclut évidemment toute une série de processus métiers qui sont numérisés pour la plupart. Donc c'est pour ça que ça revient chez nous. En résumé, c'est ce qu'on appelait l'audit IT, mais je trouve ce terme très réducteur puisqu'en fait l'informatique est au centre et clé dans notre métier, mais n'est clairement pas l'élément unique. Il y a d'autres facteurs, comme je mentionnais, les processus, les personnes impliquées et la gestion des risques et tous ces aspects-là. Et juste pour avoir une meilleure compréhension de ce type de poste, est-ce qu'il faut un background IT, donc informatique, ou pas forcément ? On peut avoir aussi un background économique. Alors, pas forcément. Personnellement, je n'ai jamais vraiment étudié l'informatique dure. J'ai eu des introductions au développement informatique, à la gestion des systèmes, au réseau. Mais j'ai fait tout ceci à HEC Lausanne, donc dans le cadre d'une business school. On a eu dans notre équipe, par le passé, quelques ingénieurs, quelques personnes avec des profils techniques. Donc on les accueille très volontiers. Mais il y a une grande importance à comprendre les aspects métiers. Je suis spécialisé en bancaire, mon équipe entière est spécialisée dans le bancaire. C'est quand même un petit peu difficile d'aller voir une banque sans comprendre ce que c'est une action, une obligation ou comment est-ce qu'on calcule un simple taux d'intérêt. J'exagère un petit peu, mais c'est ça l'idée. Donc, background financier, business préféré, connaissance IT de base indispensable, mais pas forcément un profil ingénieur. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple du type de mandat que vous avez pour mieux comprendre ce que vous faites ? Oui, bien sûr. Donc, typiquement, je travaille actuellement avec une banque qui, il y a quelques années, a décidé de sortir son informatique de sa banque elle-même. Donc, une société s'est splittée en deux. Une partie banque qui s'occupe plus des aspects clients, des aspects réglementation, et une société de services qui, elle, contient, on va dire, l'informatique, les opérations et d'autres services, un petit peu de fonctions support, qui sont
elles restent spécifiques à la banque, mais qui sont moins directement liées aux objectifs de la banque. Donc dans ce cadre-là, évidemment, on se retrouve avec deux sociétés. La banque a besoin d'avoir confiance dans son prestataire maintenant externe, alors même s'ils restent au sein du même groupe, ils font quand même partie de deux entités juridiques différentes. Donc je vais chez ce prestataire de service vérifier telle chose que est-ce que la gouvernance informatique est en ordre, est-ce que la gestion des accès fonctionne correctement, est-ce que les systèmes sont correctement surveillés, est-ce que, je ne sais pas, des choses aussi simples que les sauvegardes sont effectuées régulièrement, est-ce que tous les changements dans les systèmes, que ce soit au niveau de l'infrastructure, au niveau des logiciels, suivent un processus clairement établi de gestion du changement avec des tests, des validations, des autorisations avant d'être mis en production pour éviter des incidents. Donc j'effectue ces travaux et à la fin de ces travaux, j'émets un rapport qui est remis donc, par la société de service à la banque pour permettre à la banque de se former son opinion indépendante sur la qualité du service offert par son prestataire. J'espère que ça répond à la question, parce que si c'est du chinois... Plus que bien. Pas de souci. Alors, aujourd'hui, on vous a invité et on est vraiment très content de vous avoir avec nous pour parler d'un aspect qu'on n'a pas l'habitude de voir autant dans les médias que réseaux sociaux, on va dire. C'est l'IT des banques, justement, donc le métier que vous faites au quotidien. On voulait voir avec vous comment est-ce que cet aspect IT est géré. Quelles sont les priorités qui sont mises en avant par les banques? Quelles sont les stratégies? Comment est-ce que finalement on peut traduire tout ça? Une banque qui met l'accent plus sur certains risques que sur une autre, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on arrive plutôt à prendre tel genre de décision et pas d'autres? Et avoir vraiment cette lecture. On dit souvent qu'on a une bonne lecture avec les chiffres de la stratégie, du côté opérationnel et tout ce qui va avec. Mais je pense que c'est aussi très important à l'heure actuelle, dans un monde où tout va très vite et l'IT est de plus en plus prenant, d'avoir cette lecture justement IT, autant de la stratégie que de l'opérationnel. Donc on est vraiment content de vous avoir pour aborder ce sujet avec nous. On va peut-être commencer par vous poser la question, si on devait faire un constat aujourd'hui, quel est-il? Qu'est-ce que vous avez constaté sur les banques aujourd'hui? Quelles sont les différentes directives qu'elles prennent? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Volontiers. Peut-être pour en introduction à ma réponse, une partie du travail que j'effectue est liée à l'audit des comptes. Donc tout le monde connaît PricewaterhouseCoopers, mon employeur, donc une société d'audit. Et une partie de mon travail consiste à valider, vérifier la gouvernance des systèmes d'information pour venir en soutien de ces équipes d'audit qui vont valider les états financiers, enfin valider est un grand mot, mais qui vont effectuer des travaux et se prononcer sur les états financiers de ces banques. Donc ça me donne une vision un petit peu particulière, mais j'ai la chance, typiquement sur Genève et en Suisse romande en général, de pouvoir parler avec pas mal de banques sur ces sujets. Et je dirais l'importance un point qui est vraiment important dans la gestion de l'informatique, c'est de s'assurer que son informatique soit en ligne avec la stratégie d'entreprise. On voit différents modèles qui fonctionnent bien, a priori, mais qui sont vraiment dépendants de la stratégie business. Donc, si je prends un exemple tout simple, une banque relativement petite n'aura peut-être pas les moyens de s'offrir un département informatique suffisamment fourni pour pouvoir justifier le coût qu'il apporte via les services qu'il offre. Donc, il reste des solutions ici qui pourraient être d'externaliser cet IT et de le mutualiser. Donc, il y a des sociétés informatiques ou même bancaires qui proposent, j'ai envie de dire, un IT par abonnement. C'est simplifié à l'extrême, mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc, une petite banque aura peut-être plutôt tendance à aller dans ce sens-là. Une banque qui est très technologique, comme on a la chance d'en avoir en Suisse romande, on a quelques banques très orientées technologie, elles ont un avantage compétitif du côté business qui vient de leurs outils informatiques. À ce moment-là, la logique HEC, la logique business, ce serait de garder cet avantage. Et comment est-ce qu'on le garde? En développant peut-être soi-même son système bancaire, parce qu'on estime qu'on est capable d'offrir certaines prestations, certains services, une certaine vitesse d'exécution, certains accès, uniquement en le développant soi-même. Donc ça peut être une option, par exemple, pour une banque en ligne. Après, on a des banques privées qui, elles, ont une autre perspective, parce qu'il y a évidemment la notion de taille dont je parlais avant par rapport à différentes stratégies IT, mais certaines banques privées ont, par exemple,
On a la chance à Genève d'avoir des banques qui ne sont pas cotées et peut-être un petit peu moins sous la pression des chiffres tous les trimestres, d'avoir ces fameux quarters avec des chiffres qui font fluctuer le cours de l'action. Donc ça leur permet d'avoir évidemment une envie d'évoluer et d'avoir une informatique qui soit utile, qui soit rentable d'une certaine manière, mais d'avoir une perspective temporelle qui est beaucoup plus longue, ce qui fait qu'elles ont une stratégie qui, j'ai presque envie de dire, n'aurait aucun sens dans le cadre d'une société cotée. Donc vraiment, le point clé pour moi sur comment gérer son informatique, la première question, c'est de savoir quelle est la stratégie business et quelle solution informatique ou quel modèle informatique peut me permettre d'atteindre ces objectifs. C'était la question qu'on se posait tout à l'heure avec Lorenzo, c'est finalement, est-ce que c'est la technologie aujourd'hui qui va guider la stratégie ou c'est plutôt la stratégie qui va guider l'IT finalement? Alors, ça dépend. Que les découvertes technologiques, les nouvelles possibilités qu'offrent les technologies comme le cloud, comme l'intelligence artificielle, comme la blockchain, ouvrent de nouveaux horizons et permettent peut-être de développer de nouvelles stratégies business, ça, ce serait logique et ce serait plutôt positif. Maintenant, on a des cas qui sont un petit peu plus malheureux où effectivement l'informatique, de par des choix qui ont été faits dans le passé, devient structurant et pourrait empêcher ou ralentir la banque d'évoluer dans la direction qu'elle souhaite. À ce moment-là, évidemment, c'est un petit peu moins bien joué à l'époque, mais on fait tous avec l'information qu'on a au moment donné. Donc, oui, les technologies offrent, ou l'informatique offre des possibilités. Oui, elle peut être structurant et ralentir l'évolution d'une banque. Suite à votre expérience, quelle est la lecture que vous avez aujourd'hui du marché si on regarde avec les lunettes IT? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, on voit beaucoup de changements. C'est un monde qui est très intéressant parce que, à l'heure actuelle, l'informatique reste un coût en général pour les banques, hein, on est d'accord, un coût important. Que ce soit en développement interne, parce qu'il faut cette capacité de développement, il faut ces développeurs, hein, que ce soit en maintenance, mais comme je le disais avant, il est possible d'externaliser, donc de presque de louer son informatique, mais ça aura aussi un coût. D'accord ? Donc la question centrale, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour maximiser ce qu'on obtient, ce qu'on en retire, et puis minimiser ses coûts. Et la réponse, je reviens un petit peu à ce que je disais avant, la réponse dépend un petit peu de la taille de la banque et de son business model. Donc pour une banque de petite taille, évidemment, la mutualisation de ses coûts auprès d'un prestataire externe ou auprès d'une société de services IT peut être une bonne stratégie. Donc on en voit certaines qui vont dans cette direction. Honnêtement, ce n'est pas le seul problème que les petites banques ont à l'heure actuelle. Même si on sort un petit peu du cadre de ma spécialité, on sait qu'une banque actuellement, une banque privée par exemple, qui aurait juste quelques milliards sous gestion, fait face à des coûts et à des obligations plutôt réglementaires qui rendent la tenue du business difficile. Est-ce qu'une mutualisation des coûts informatiques va être la solution? Non, ça suffira vraisemblablement pas. Donc après, on a vu peut-être ces dernières années quelques intégrations, quelques rachats, les mergers and acquisitions qui ont eu lieu pour atteindre cette taille critique, pour se permettre une base, que ce soit en informatique, que ce soit en compliance, pour pouvoir suivre les évolutions. Évidemment, pour ça, il faut une base de clients et c'est comme ça qu'on les obtient. Enfin, c'est une manière de les obtenir. Pour d'autres banques un peu plus grandes, ce qu'on voit, c'est quand même un souci très important lié, j'ai pas envie de l'appeler la problématique, mais on va dire au sujet des baby boomers. Donc on a eu énormément de choses qui ont été développées dans les années 70, 80, 90 et suivantes, qui ont suivi une certaine évolution. J'espère que la plupart de ces systèmes ont été un peu mis au placard. Je sais que c'est le cas pour la plupart des banques. Certaines ont encore un petit peu de ménage à faire. Mais là, on est dans une situation absolument exceptionnelle où une grande partie de la force de travail, donc la grande partie des compétences, va partir à la retraite. D'avoir un système en soi qui date un petit peu,
mais qui fonctionne, qui remplit les besoins du moment, n'est pas forcément un problème immédiat. Par contre, à partir du moment où les personnes en charge d'exploiter ou de développer ce système vont toutes partir à la retraite et que les nouvelles générations d'informaticiens au sens large ne sont pas familiers avec ces technologies, là vous avez un problème. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? Alors, ce qui va se passer et ce qui est en train de se passer, c'est que les banques, on se pose ces questions sur leur informatique. Maintenant, une des banques avec laquelle je travaille a mis en place un projet sur plusieurs années pour réduire sa dette technologique et mettre à jour sa plateforme. Quand je dis mettre à jour, ce n'est pas seulement la mettre à niveau, mais c'est également aussi essayer de la mettre à un niveau qui sera celui exigé dans quelques années, donc de la préparer pour le futur. Donc il y a passablement de banques maintenant en Suisse romande qui sont dans cette transformation, qui sont en train de la vivre maintenant, qui sont en train d'utiliser ces quelques dernières années où ils ont encore ces baby-boomers à disposition pour passer sur des logiciels qu'ils auraient achetés, des logiciels qui seraient utilisés dans le cadre d'une externalisation ou sous d'autres modèles, mais de mettre à profit ces dernières années pour finaliser ceci et réduire leur dette technologique. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent entendu, que les banques ont un parc informatique qui est daté, mais robuste. Est-ce que c'est le cas ? En théorie, oui, mais c'est un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un petit peu un cliché. Il y a des banques qui sont sur des systèmes qu'on pourrait gentiment qualifier de anciens. Ça existe toujours, il y en a toujours. J'ai presque envie de dire, parfois, plus elles sont grandes en taille, potentiellement plus c'est le cas. Mais on voit quand même qu'avec le développement d'une nouvelle génération de logiciels il y a quelques années, avec ces possibilités d'externaliser, on a quand même pas mal de banques qui se sont déjà posées ces questions et qui se sont déjà sorties d'une partie de leur vieux système. Ça ne veut pas dire que tout est réglé et qu'il n'y a plus cette problématique que je mentionnais avant sur certains anciens langages de programmation ou certaines anciennes infrastructures. Mais je pense que la vue sur le terrain est mieux que l'image qu'on peut en avoir. Ce qui est plutôt rassurant. Ce qui est plutôt rassurant pour moi aussi dans mon rôle d'auditeur, de savoir que non seulement ça fonctionne, mais qu'en plus, on n'est pas si en retard que ça. Comment ça se passe, cette nouvelle migration ? Prenons l'exemple des banques qui ont encore ces anciennes structures. Comment est-ce que la migration va se faire ? Parce qu'il y a quand même un business à faire tourner au quotidien. Est-ce qu'on remplace tout le parc ? Est-ce qu'on remplace une partie ? Est-ce qu'on le fait petit à petit ? Est-ce qu'on le fait par achat ? Alors ça se fait souvent... il faut qu'on définisse le point de départ. Le point de départ qui est donné dans la question, c'est celle d'une banque qui aurait vraiment un ancien système. Donc en général, ce qu'on va voir, c'est si le système est vraiment ancien, je veux dire, il faut le changer et il faut presque tout le changer. Là, je parle du core banking system, donc vraiment du système bancaire qui fait partie intégrante et qui supporte toutes les opérations et ce genre de choses. Donc là, ce qu'on verra le plus souvent, c'est une approche un petit peu, je vais l'appeler ça, semi-Big Bang. C'est-à-dire qu'on va décider du modèle futur. Donc le modèle futur, est-ce qu'on achète quelque chose qu'on exploite nous-mêmes ? Ça peut être le cas. Est-ce qu'on décide d'externaliser auprès de quelqu'un d'autre ? Ça peut être une option aussi. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer ce projet pendant de nombreux mois et qu'à un jour donné, on va passer les transactions non plus dans l'ancien système, mais dans le nouveau. Donc là, il y a toute une gestion à faire, toute une préparation à faire, toute une série de questions à se poser sur comment est-ce qu'on prépare ce changement, ce basculement vers le nouveau logiciel, honnêtement, qu'il soit sur place ou dans une société de service. Il y a différentes problématiques qui se posent, mais l'approche est un petit peu la même pour la banque elle-même, qui va devoir gérer ce transfert. Donc, est-ce que les questions qu'on peut se poser, par exemple, c'est est-ce que les données, par exemple les données du passé, dans mon système actuel vieillissant, j'ai 10, 15, 20 ans de données passées. Quand je vais aller sur la nouvelle plateforme, est-ce que je recommence juste, j'ai envie de dire presque à zéro ?
ou est-ce que je réimporte 20 ans de données? On peut se poser la question. Et la réponse est évidemment, ça dépend, et puis l'entre-deux peut être défini, qu'est-ce qui est la bonne balance, mais typiquement reprendre tout, non. Parce que les deux systèmes seront souvent, dans une certaine mesure, un petit peu incompatibles, et de devoir modifier le nouveau système dans le but de le rendre compatible avec quelque chose d'ancien, c'est pas le but. Mais du coup, qu'est-ce que je fais de mes anciennes données? J'ai des obligations légales, j'ai des obligations réglementaires de conserver ces données, de pouvoir y accéder. Est-ce que je continue à les garder dans le système bancaire ancien une fois que j'ai fait la migration? Ou est-ce que je les sors pour les mettre dans un data warehouse qui sera consultable à la demande? Donc toutes ces questions-là doivent être préparées à l'avance, mais on a vu des banques, et même des banques d'une certaine taille, faire cette approche, je disais un petit peu Big Bang. Donc un jour, on entre les transactions sur un système, le lendemain, on a fait la bascule et on entre les transactions dans l'autre. Quand je disais semi, c'est que la réalité, c'est qu'en général, pendant quelques semaines, voire un mois ou plus si nécessaire, on le fait des deux côtés. Donc les équipes sont très mises à contribution, mais on aime bien, si possible, faire ce qu'on appelle du parallel run, donc avoir les deux systèmes en parallèle, peut-être pendant un mois, pour vérifier qu'à la fin du mois, si on a vraiment les mêmes chiffres sur les deux systèmes, du coup, ça voudrait dire que la migration s'est bien passée. Donc, pour partir d'une plateforme très ancienne, ce serait comme ça qu'on le ferait. Si je peux étendre encore un petit peu la question, même que la réponse devient un petit peu longue, mais on a vu aussi d'autres sociétés qui, par exemple, avec des points de départ différents, mais sont arrivés à la même conclusion. Ils ont développé une stratégie de mise à jour de la plateforme par module. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de changer certaines parties du système, pièce par pièce, sur une certaine durée. C'est quoi? C'est par type de transaction, par exemple? Ou pas Ça forcément? peut être par type de transaction, ça peut être par processus, ça peut être par moteur, j'ai envie de dire, du core banking system. Donc, vous pouvez dire, OK, nos transactions, je ne sais pas moi, nos transactions, nos aspects comptables, par exemple, on les faisait dans l'ancien système. On faisait notre comptabilité dans un système qui était encore assez proche du système bancaire. Maintenant, on aimerait s'acheter un système comptable. On décide de l'acheter, de ne pas le développer. Et puis, du coup, on va l'interfacer avec les bases de données de l'ancien système. Ce qui fait que le module, dans mon exemple, le module finance ou le module compta de l'ancien système, en fait, n'est plus utilisé. Et puis, on le fait comme ça, bout par bout, jusqu'à ce qu'il reste pratiquement plus rien, ou peut-être juste le cœur. Alors après, il y aura évidemment un moment où il faudra changer ce cœur minimal, mais sachant que tout le reste est déjà fait, et puis que potentiellement les différentes applications ou les différents systèmes qu'on a mis autour vont directement auprès des données, si on développe un nouveau cœur, on peut faire passer les transactions par le nouveau cœur, et voilà, sortir. Donc ça, c'est très conceptuel, c'est très théorique la manière dont je le décris, mais on peut changer bout par bout. Et ça permet de se poser des questions intéressantes, comme par exemple, pour chaque module, est-ce que si on a les capacités de développement, est-ce qu'on décide quand même de le développer ou est-ce qu'on l'achète? On a des sociétés spécialisées dans la création de logiciels bancaires tellement spécifiques. J'ai un client qui se posait la question de savoir pour ce qu'on appelle la base valeur. Donc c'est la base de données dans laquelle il y a tous les titres, actions, obligations et autre chose que les clients détiennent. Donc quand je dis tous les titres, ce n'est pas combien ils en ont, mais c'est quels titres ils ont. Donc si vous avez une action A, B ou C, la banque va devoir aller tous les jours chercher le prix de l'action A, le prix de l'action B, le prix de l'action C et le stocker quelque part pour pouvoir vous donner le prix si vous le demandez, pour pouvoir imprimer vos décomptes de fin de mois. C'est juste l'aspect utilisateur qui est visible. Il y a beaucoup plus de processus internes. Typiquement, ils se sont posé la question, OK, est-ce qu'on va redévelopper ce système pour le mettre sur une nouvelle technologie? Et ils ont décidé que non. Ils ont trouvé une société qui fournit cette pièce-là d'un système bancaire. Donc du coup, l'idée, c'est de l'acheter pour pouvoir l'interfacer avec les autres modules qu'ils ont identifiés et ne pas s'occuper du développement de cette partie.
Est-ce qu'il est plus simple pour les banques finalement d'acheter leur fournisseur de services? D'acheter le fournisseur de service ou d'acheter le logiciel? Le fournisseur de services. On revient un petit peu à une question que toutes les banques finissent par se poser à un moment ou à un autre, surtout celles qui commencent à avoir des départements informatiques assez gros. Est-ce que je suis une banque ou est-ce que je suis une société d'informatique? Mais est-ce que c'est pas finalement cette question-là qui va définir toutes les stratégies d'avenir, en tout cas pendant ces 15 prochaines années? Alors ça dépend, de nouveau, ça dépend ce que décide la stratégie business. On a des banques sur la place genevoise, par exemple, qui ont défini que clairement, elles étaient plutôt une banque. Donc malgré le fait que leur informatique soit relativement massif, avec des centaines de personnes qui y travaillent, il y a de nombreuses années, il a été décidé d'acheter un logiciel bancaire, quitte à l'adapter aux besoins en faisant du développement supplémentaire. Une autre banque, j'ai envie de dire dans la même catégorie, en tout cas au sens des catégories de taille selon la FINMA, a pris une approche un peu différente en disant ok, on est clairement une banque, on veut rester clairement une banque, mais on veut garder cette maîtrise sur l'informatique et on pense qu'on peut en faire une valeur ajoutée. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis à disposition leur plateforme bancaire pour d'autres banques. Donc maintenant, ils ont leur banque avec leur clientèle habituelle, j'ai envie de dire, mais leur département informatique au sens large du terme, leur département informatique a aussi ses propres clients qui sont en fait d'autres banques qui utilisent la plateforme. Donc ils sont devenus ce prestataire de services externe pour les autres banques. Donc est-ce qu'ils ont répondu à la question en disant on est une banque ou on est une société d'informatique? J'ai presque envie de dire, ils ont répondu on est un peu les deux. Donc je ne pense pas qu'il y a vraiment un intérêt à avoir un informatique qui devient trop important si on veut rester une banque. Mais le modèle dual de se dire ok, j'ai un avantage concurrentiel dans mon informatique et j'en fais un business, pourquoi pas? Mais là on parle de banques qui ont un historique qui font ça depuis de nombreuses années, qui ont une plateforme de base qui était déjà proposée à d'autres clients. Et puis la question, c'est est-ce qu'on continue avec ce modèle-là ou pas? De construire de zéro maintenant, je ne suis pas sûr que ce serait une idée pour une autre banque. Durant ces prochaines années, justement, la concurrence est de plus en plus rude et de plus en plus variée avec justement ces fameuses fintech qui sont des acteurs qui ne sont pas bancaires, qui sont avant tout des acteurs informatiques qui viennent et qui proposent aussi des services plus ou moins similaires aux services bancaires. Est-ce que les banques ne sont pas obligées, pour faire face à ces nouveaux acteurs, d'être aussi des machines informatiques avant tout, sans omettre leur savoir-faire bancaire? Est-ce qu'elles ne sont pas aujourd'hui ou prochainement, très prochainement, obligées d'avoir la maîtrise de ces deux aspects? Alors, de maîtriser certains aspects technologiques pour pouvoir fournir les services aux clients, oui. Ça clairement, et tout le monde n'aura pas ni les capacités, ni les moyens de le faire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, on a chacun dans notre esprit une image de la banque ou d'une banque. Mais une banque, c'est une multitude de services. On a l'habitude d'avoir certains services où on se dit, ben oui, une banque, elle propose toute cette palette de services-là. Mais parfois, c'est quand même intéressant de se questionner. Est-ce que vraiment toutes les banques proposent tous les services quand on y pense? Est-ce que les grandes banques privées de Genève ont des distributeurs de billets juste là dans la rue? Je ne crois pas. Est-ce que vous pouvez, dans une banque en ligne XY, demander une hypothèque? Non, pas forcément. Donc on a déjà des banques qui ont leurs propres spécialités, qui ont déjà les propres services qu'ils offrent. Donc maintenant, la problématique des fintech, il y a de multiples dimensions, mais par rapport à ça, effectivement, elles offrent une compétition aux banques sur certains aspects. Mais est-ce que sur tous ces aspects, les banques veulent être en compétition? Et si elles le veulent, après, comment le faire? De nouveau, on revient un petit peu. Est-ce qu'il faut s'associer à ces fintech pour pouvoir passer par elles? Est-ce qu'il faut un petit peu recopier ce qu'ils font en développant ou en achetant quelque chose? Est-ce qu'il faut trouver un autre moyen de rendre le service? Là, les modèles changent. Donc oui, les fintech vont beaucoup impacter les banques, surtout dans la partie réflexion.
Après, dans la partie service, ça dépend quelle fintech, ça dépend quelle solution et ça dépend vraiment quelle banque. Je donne juste un tout petit exemple maintenant que je trouve intéressant. Certains utilisent des applications en ligne pour faire des paiements. Il y a des banques en Angleterre, je ne vais pas citer de marque, mais une banque en Angleterre qui est très connue pour vous offrir un compte ou des comptes en différentes monnaies avec des taux de change un petit peu imbattables pour pouvoir payer comme ça à la seconde. Il faut savoir que j'ai eu des discussions avec des dirigeants de banques privées à Genève pour parler de ça, qui m'ont dit, mais quand on développe des apps, nos clients, ça ne les intéresse pas. Est-ce qu'il y a une compétition? Est-ce qu'il y a un besoin? Non. Par contre, si vous utilisez déjà le service, celui-ci il est un petit peu multimarque de Twint, par exemple, là, est-ce qu'il y a peut-être plus une concurrence ou quelque chose? Je ne sais pas, peut-être. C'est pas multimonnaie, mais voilà. Donc, vraiment, il faut repartir de l'analyse. Est-ce que ça correspond à un service que je veux offrir, que mes clients souhaitent ou pas? Les banques privées qui sont vraiment spécialisées dans la gestion de fortune, elles ont peut-être moins cette pression IT. Les attentes premières peut-être de leurs clients, c'est vraiment comme vous venez d'illustrer avec cet exemple, c'est le relationnel, c'est le savoir-faire du banquier, etc. Et puis d'autres banques qui ont des clients de la masse, qui demandent peut-être plus des services comme l'open banking ou des applications, des choses comme ça. Elles vont devoir plus mettre l'accent sur le développement informatique. Non, pas forcément. Non. Non, parce qu'on a une différence de capacité dans cet exemple, mais pas une différence mais aussi une différence de complexité. Typiquement, une banque grand public va devoir s'assurer que doit fournir, comme je disais avant, des distributeurs de billets automatiques, et il faut s'assurer qu'ils fonctionnent. Donc ça, c'est un problème, si je peux le dire comme ça, qu'une banque privée n'aura a priori pas. Donc là, dans ce sens-là, oui. Mais par contre, une fois que le site web fonctionne, évidemment, il y a toujours un entretien, c'est toujours compliqué, mais tous les clients vont être envoyés vers le site web pour faire leur paiement de fin de mois. Donc, il y aura besoin de gérer des volumes. Une interruption sera très grave. Donc, ça met sous pression l'aspect IT dans une banque retail ou une banque grand public. Mais par contre, dans une banque privée, on va avoir d'autres problématiques. On va avoir des besoins de respecter via des processus et supportés par l'informatique des opérations très complexes, que ce soit sur des produits, que ce soit sur des juridictions, que ce soit sur des types de clients, quelle que soit la complexité apportée, les clients de banques privées sont très exigeants et ont des besoins très spécifiques. Donc vous pouvez vous retrouver à développer, j'ai envie de dire plutôt des services qui vont peut-être pas être beaucoup utilisés, mais soit que vous devez fournir en tant que banque privée, soit que vous pouvez facturer et qui sont profitables. J'ai envie de dire, c'est même pas la question. Mais donc là, ces nouveaux services seront potentiellement supportés par un IT également, que la banque grand public ne se posera pas la question puisqu'elle n'offre pas ce type de personnalisation de service. Je me disais que peut-être les banques de gestion de fortune, elles auront plus la pression, comme vous avez dit, sur le développement IT de tout ce qui est robot advisory, par exemple, et justement tous ces processus pour être au plus proche des besoins des clients et selon leur stratégie d'investissement. Et puis que les banques plutôt retail, ce serait plus sur les applications qui auraient la pression. C'était l'impression que j'avais. Sur la partie application, j'ai envie de dire, c'est un petit peu tout le monde y gagne pour les banques retail. Donc c'est pour ça que ça marche aussi bien. D'accord ? Donc tout le monde est content de pouvoir scanner son QR code et puis payer sa facture directement sur son téléphone portable. Quand je dis tout le monde, là, j'imagine les clients sont contents de le faire. C'est facile pour eux, ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils n'ont même pas besoin de recopier un numéro de référence. Donc ça, c'est un gain pour le client. Mais derrière, pour la banque, le gain, il est absolument énorme également. Ça veut dire que toutes les données qui rentrent chez elle sont formatées correctement. Il n'y a pas d'erreur de saisie, il n'y a pas d'erreur de faute d'orthographe, il n'y a pas d'erreur de montant. Il n'y aura pas besoin d'annuler un paiement parce que le montant a été mal saisi ou mal recopié. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant pour le côté vraiment utilisateur direct. Alors, moi, je ne suis pas banquier, donc je n'ai pas contact directement avec les clients. Mais je peux quand même imaginer qu'en fonction de la clientèle, le fait de leur dire ça a été fait par un algorithme, ça peut les intéresser,
Mais quand on a la possibilité d'avoir son banquier qui se fait accompagner d'un analyste et puis qui peut faire la présentation au client directement selon son analyse à lui, je pense qu'il peut y avoir un avantage. En général, en sortant peut-être un petit peu du contexte de cette question, je reste convaincu, mais ça c'est une conviction personnelle, que sur beaucoup d'aspects, certaines technologies comme typiquement l'intelligence artificielle ou d'autres choses, il y a une possibilité dans certains produits de les mettre à disposition des clients relativement directement, mais je m'attends à voir plutôt des efforts ou des évolutions où ces outils d'intelligence artificielle aideront la banque, les banquiers, les conseillers, les analystes à faire leur rôle d'analyste, de banquier, etc. Donc je ne vois pas forcément ces outils comme étant client-facing, mais étant plutôt à disposition de la banque pour développer de meilleurs services, de faire peut-être de meilleures recommandations. Mais ça, c'est juste mon interprétation. Je vous avais posé la question tout à l'heure sur le mythe qu'on avait sur l'IT bancaire qui était qu'il était un peu âgé mais robuste. Est-ce qu'il y a d'autres mythes qui tournent autour des banques et de leur parc informatique que vous pourriez peut-être défendre ou démystifier? Alors, je pense que le mythe principal auquel je pense tout de suite, un petit peu de par mon métier, je travaille avec beaucoup de jeunes qui rejoignent des sociétés de conseil et qui ont un petit peu parfois des préjugés par rapport à l'IT bancaire. L'IT bancaire est un milieu vraiment en pleine évolution, c'est un milieu hyper intéressant. Donc, comme je l'ai dit avant, on a un petit peu cette image parfois que c'est de l'infrastructure vieillissante et peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose. Moi, ce que j'en vois, c'est exactement le contraire. On voit des projets informatiques en permanence. Il y a des questions qui se posent sur quels sont les outils qu'on intègre. On a parlé avant de fintech. Oui, évidemment, il y a une décision business à prendre, mais après, quelles conséquences ça a pour l'informatique? Est-ce qu'on l'intègre? Est-ce qu'on le développe nous-mêmes, quelque chose d'un peu équivalent? Comment est-ce qu'on fait pour mettre une partie de nos données sur le cloud, peut-être pour gagner en performance, pour réduire des coûts? Est-ce qu'on va aller vers la blockchain ou pas? Donc, toutes ces questions, de près ou de loin, finissent à un moment ou à un autre par une analyse liée à l'IT et du travail lié à l'IT. Et donc, on peut travailler sur des choses très modernes, très pointues, en travaillant dans l'informatique bancaire. Et moi, dans mon métier un peu plus proche de l'audit informatique, j'ai la chance de parler à ces personnes et de voir cette évolution. Donc, c'est pas un monde poussiéreux de boîtes noires qui n'ont pas d'âge. Les banques sont plus dynamiques que ce que l'on croit. Oui, clairement. Clairement. Ce qui est une fois de plus rassurant. On peut imaginer pour les fintech aussi, c'est une opportunité peut-être d'aller sur ce secteur. Est-ce qu'il y a des tendances un peu que vous voyez si on pouvait donner un conseil aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent ou aux fintech qui nous écoutent un peu, quels sont les créneaux un peu sur lesquels ils pourraient s'implémenter, où vous voyez une forte croissance ou peut-être? Alors, je pense que en termes de propositions, de solutions et de services, honnêtement, il y a des opportunités partout. Le paysage se complexifie énormément. Les services qu'on veut offrir aux clients bancaires, en général, ne font que d'augmenter. Donc, s'il fallait commencer une entreprise maintenant, je ne saurais pas dans quel domaine dire est-ce qu'il faut aller plus dans ce type de service ou autre. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre, pour une fintech, de bien comprendre quel est le service et quel est le produit qu'elle vend et pourquoi ça peut être une bonne idée pour une banque ou pas. Il y a certaines solutions qui paraissent magiques, mais qui ne le sont pas. Je vais prendre un exemple tout simple. On a entendu parler il y a déjà longtemps d'un système qui permettrait par exemple d'aider les banques à ne pas devoir onboarder un client de zéro. Donc à l'heure actuelle, si vous êtes client à la banque A puis que vous voulez changer à la banque B va dépenser une énergie folle à essayer de comprendre qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un bon client? Est-ce que vraiment vous remplissez tous les critères de qualité? D'où vient votre argent? Enfin, toutes ces questions-là.
Euh, alors qu'en fait, ça a déjà été fait par la banque A, qui est une banque suisse qui est soumise aux mêmes réglementations. Donc il y avait eu des idées qui ont émergé de se dire, mais est-ce qu'elle ne pourrait pas, d'une certaine manière ou d'une autre, avoir un passeport et s'échanger ces informations. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais dans l'environnement réglementaire actuel où les informations des clients sont ultra protégées, faudrait pas arriver dans une banque en pensant avoir découvert quelque chose de phénoménal pour améliorer le transfert d'informations entre établissements, parce que la première chose qu'ils vont dire, c'est « mais moi, je ne peux pas donner mes informations de client à qui que ce soit, même si le client y part ». Donc, c'est un exemple un petit peu bateau, mais de bien comprendre et de bien peut-être faire ce qu'on appelle les acid tests, voir avec des gens qui ont de l'expérience dans le domaine bancaire, qui est quand même très particulier, pour voir où ils voient les points de friction, qui après peuvent être résolus par différentes stratégies, mais d'arriver à comprendre les problématiques de la banque. Je me permets quand même de reposer la question et peut-être la formuler autrement, mais comme vous avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'opportunités et il y a beaucoup de choses qui se dessinent sur la place. Et c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure que les décisions se faisaient beaucoup par rapport à la taille des banques. Mais est-ce qu'il y a un autre angle de lecture par lequel on pourrait aborder les choses ? Aujourd'hui, donc, vous me dites qu'elles prennent les décisions informatiques selon leurs moyens et selon leur taille. Et leurs ambitions. Et on voit aussi en même temps que le marché est de plus en plus complexe, que les demandes peut-être des clients sont de plus en plus poussées et que les fintechs qui arrivent, comme vous avez dit tout à l'heure, obligent les banques à développer leurs réflexions et à réétudier peut-être certaines options qu'elles n'avaient pas envisagées par le passé. Est-ce qu'avec tous ces aspects-là, on peut dire qu'il y a quand même d'autres aspects qui viennent en compte sur leur prise de décision, sur leur stratégie, en dehors de la taille et des moyens. Et de leur ambition. On y revient. C'était une question piège. C'est un petit peu une question piège parce que je peux tout rattacher à leur taille, à leur modèle ou à leurs ambitions. Après, c'est vrai que si elles n'ont pas les moyens de faire ce qu'elles veulent, si elles n'ont pas les moyens d'atteindre leur ambition, c'est plus compliqué, effectivement. Mais je voulais savoir s'il y avait peut-être des aspects plus subtils auxquels on ne penserait pas. Je voulais savoir s'il y avait des détails qui, malgré tout, comptent dans la prise de décision. Alors, il y a toujours une tonne de détails qui comptent, mais ce sera plutôt des petits facteurs qui vont venir pousser d'un côté plutôt que de l'autre. On avait pu parler ensemble à une autre occasion un petit peu de qu'est-ce qu'on pense des services en général financiers suisses. La question de positionnement à l'international, c'est pas une question IT, ça peut être une question d'ambition, mais ça peut être aussi une pure force externe qui aura un impact important sur la banque. Si on nous ouvre de nouveaux marchés, si au contraire on nous ferme de nouveaux marchés en Europe, ça va avoir des conséquences dramatiques sur la banque en Suisse. Et donc du coup, quand on veut investir, évidemment, dans ces solutions technologiques ou dans d'autres investissements, on arrive maintenant dans une période de grande incertitude. Je peux comprendre pourquoi il peut y avoir une certaine frilosité sur certains investissements avec des temps qui changent si vite. Et puis, à l'heure actuelle, on nous parle un petit peu de récession, on nous parle d'inflation, on parle de toutes ces choses-là. Est-ce que c'est le bon moment pour investir ou pas ? Certains disent que oui, d'autres disent que non. Si on regarde les choses autrement, en 360, on se dit que les banques sont contraintes aux demandes des clients, sont contraintes à la concurrence qu'elles ont entre elles-mêmes au niveau local et au niveau international. Elles sont contraintes au niveau légal, toute l'économie mondiale auquel tout le monde fait face, bien évidemment, et d'autres contraintes. Et je me demandais si ces choses-là façonnaient d'une manière ou d'une autre, des fois malgré elles, leurs décisions informatiques. En dehors des moyens. Oui, ça façonne leur manière de réfléchir, leur stratégie IT, mais je suis désolé de vous décevoir, c'est souvent pour une question après de moyens. Parce que c'est à ça qu'on revient, ou de leur ambition. Comme je disais avant, les moyens et l'ambition. Quand on arrive dans une certaine période un peu plus difficile, là, à l'heure actuelle, par exemple, on a des sociétés ou des banques qui devraient lancer un projet de mise à jour de leur système bancaire. Est-ce que c'est maintenant qu'on va dépenser plusieurs dizaines de millions sur plusieurs années
pour faire ceci, ou est-ce que on trouve des mécanismes ou des solutions pour qu'on puisse se dire peut-être qu'on le fera un petit peu plus tard, quand l'économie ira mieux et puis que l'argent sera moins cher, par exemple. Donc oui, des facteurs externes sont très importants, mais ça revient vraiment aux ambitions, qu'est-ce qu'on essaie de faire, et puis aux conditions actuelles, qu'est-ce qu'on a comme ressources à disposition pour le faire. Peut-être au niveau de la sécurité informatique aussi, dans le sens justement quand elle a mentionné les hackers, voilà, les systèmes bancaires sont mis à l'épreuve, donc est-ce que des fois il y a un besoin de mettre à jour son système bancaire pour justement se prémunir de ces risques, ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de lien entre maintenir un ancien système bancaire, est-ce qu'on est plus à risque finalement qu'avoir une solution plus récente, ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de lien Je comprends bien la question. L'aspect sécurité, c'est une question un petit peu compliquée parce qu'elle a énormément de dimensions. Ouais. L'âge du système peut créer des faiblesses, mais ce n'est pas forcément le seul facteur. La sécurité au sens large, il faut savoir que les faiblesses qui seront exploitées, elles sont à tous les niveaux. On peut avoir des faiblesses au niveau de l'utilisateur quand on envoie un spam et puis qu'on espère que quelqu'un va se loguer sur le site qui croit être celui de sa banque, mais qui en fait a une différence dans un caractère du nom qui fait que c'est un site complètement différent, et puis qu'un hacker se met entre les deux, donc les man in the middle attack. Voilà, donc on va essayer d'attaquer, j'ai envie de dire, au niveau de l'utilisateur. Donc à ce moment-là, la banque elle-même, par exemple, n'est pas hackée en elle-même. La personne qui se connecte, ou les identifiants et mots de passe qui sont utilisés pour se connecter sont les bons, sont légitimes. Peut-être même s'il y a une app dans le téléphone pour valider la connexion, la personne qui s'est connectée sur ce qu'elle croit être le bon site, mais qui n'est pas vraiment le bon site, va aussi valider sur son téléphone. Donc là, on va avoir un accès aux données de la banque, ou à un compte d'un client, j'ai presque envie de dire sans faute, c'est peut-être vite dit, mais via le processus standard ou le processus qui est prévu pour se connecter. Mais ça veut pas dire que la banque ne doit rien faire, ne peut rien faire. D'accord ? Donc typiquement, pour reprendre cet exemple-là, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc là, on est un petit peu en dehors de mon domaine de compétences, mais on peut clairement faire des identifications, comme par exemple vérifier quelle est l'IP d'où vient la connexion. Donc vous avez peut-être déjà vu dans d'autres contextes, parfois quand on se connecte à un site, on a l'habitude de se connecter et tout d'un coup il nous redemande « Ah, est-ce que c'est vraiment bien vous ?» Peut-être que le critère c'est « Ah, mais parce que vous connectez d'une IP qui est différente et puis vous n'êtes jamais connecté depuis, je sais pas, depuis un autre pays européen ou un autre continent, et tout d'un coup il y a une connexion depuis l'autre continent et puis ça passe pas, ou il y a une confirmation à donner. » Donc ça, ce sera un exemple. On a une chose que je sais parce que je l'ai vu. Les banques font des scans réguliers, ou elles ont une veille pour vérifier les adresses qui sont enregistrées, qui ressemblent à leur nom, mais qui ne sont pas elles. Ah, d'accord. D'accord. Ah, wow. Ouais. Donc on surveille si c'est presque le nom de la banque, mais pas tout à fait, ou que c'est pas le même domaine, c'est pas un .ch, mais un .com, ou peut-être un autre point quelque chose. Tout ceci est scanné régulièrement, et puis il y a des demandes qui sont faites pour que ces sites ne soient plus disponibles. Donc, mais là on est au tout début. Après, on peut avoir des entrées via les réseaux qui sont attaqués, mais de nouveau, qu'est-ce qu'on appelle une attaque ? Quel est le but ? L'année passée, par exemple, on a eu de nombreux établissements qui ont été attaqués de manière assez violente, mais via des attaques de déni de service. Donc ça veut dire que via des réseaux virtuels, on va les appeler comme ça, des milliers d'ordinateurs vont essayer de se connecter à certaines machines de la banque. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir vos X clients habituels qui sont connectés pour faire leurs transactions, vous vous retrouvez avec des milliers d'ordinateurs qui vont demander à se connecter. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devoir mettre un login, mot de passe, mais ça veut dire qu'ils vont demander ne serait-ce que d'afficher la page. Pour prendre l'exemple du site web, mais ce n'est pas seulement le site web. Et en fait, vous n'avez pas la capacité à gérer ce volume. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre site web, dans mon exemple, est indisponible pour tout le monde. Est-ce qu'il y a pénétration du périmètre de la banque ? Non. Est-ce que ça a une conséquence ?
Ça dépend. Si vous êtes une banque où il n'y a pratiquement aucune utilité à aller sur votre site web, bon, c'est pas génial qu'il ne soit pas disponible si quelqu'un a cherché à ce moment-là, mais c'est pas horrible. Si vous êtes une banque retail et puis que c'est le week-end, juste avant la fin du mois où tout le monde allait saisir son paiement pour payer sa facture et puis qu'en fait ils peuvent plus se connecter sur leur compte, là on a un problème. Mais c'est fait dans quel but, ce genre d'attaque? Enfin, ce genre d'action, En général, c'est des... De nouveau, on est un petit peu en dehors de ma spécialité, mais ce que j'ai vu par le passé, c'était des attaques qui se faisaient contre menaces, parce que en fait, ça immobilise les systèmes, ça les rend, ils peuvent plus répondre. En fait, ils reçoivent tellement de demandes de connexion qu'ils ne peuvent plus répondre, donc le système devient indisponible. Et du coup, c'est sous forme de menace de réitérer l'action s'il n'y a pas un paiement qui est fait. Donc c'est du chantage, en fait, une forme de chantage. Voilà. Mais de nouveau, là, je viens de donner un autre exemple lié à la sécurité, mais on n'a toujours rien qui est compromis. Oui, c'est ça, le core banking system n'est pas compromis par ça. C'est des attaques site web ou bien éventuellement prendre les informations d'un client, se connecter sur le compte, mais le core banking system n'est pas forcément... Voilà. Donc c'est pas exactement, c'est pas les seuls exemples qui existent, mais c'est déjà deux exemples dont les banques doivent clairement tenir compte, pour lesquels elles doivent clairement avoir une réponse, mais qui en fait n'a à aucun moment mis à défaut leur défense. On peut en discuter si on est indisponible, est-ce qu'on est vraiment... Voilà. Mais ça ne veut pas dire que l'information est sortie. On a toute une série d'arnaques, en fait, plus ou moins bien faites, pour demander des paiements qui sont indus. Alors, dans les banques, en général, il y a des formations qui sont faites à l'interne pour essayer d'éviter ça, mais ça ne veut pas dire que ça sera complètement évité. De nouveau, en termes d'informatique, puisque c'est le sujet, est-ce qu'on peut empêcher, quand on se fait passer pour un directeur, est-ce qu'on peut l'éviter? Non. Est-ce qu'on peut mettre en place certaines mesures? Oui. Je veux dire, d'avoir déjà une certaine gestion des accès qui fonctionne, d'avoir des limites sur les transactions où deux personnes doivent valider toutes ces choses-là. Mais c'est déjà en place, qu'on se comprenne bien. C'est des choses qui sont déjà en place. Mais c'est important de comprendre que tous ces mécanismes sont déjà gérés par les banques et que le grand public n'en a absolument aucune idée. Mais un travail énorme est déjà fait sur ces aspects-là.